Quand ma mère est morte, c'était un samedi de janvier. La porte de sa chambre était fermée, immobile, comme si le temps lui-même s'était figé. Dans le tiroir à sous-vêtements de mon père, j'ai trouvé une lettre d'amour destinée à sa maîtresse. Elle avait été écrite 3 jours plus tôt. « Bientôt, nous serons ensemble pour toujours, mon amour », disait le papier. L'encre était encore fraîche, et l'odeur du parfum français persistait, collée au papier. Je m'appelle Thérèse Christine, mais tout le monde me connaît simplement comme Thérèse. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. Je suis née et j'ai grandi à Lyon, dans la région Rhône-Alpes, où la chaleur de juillet fait fondre jusqu'aux pensées les plus sombres. Et je vais raconter une histoire que j'ai gardée enfouie pendant des décennies. Une histoire qui m'a appris que les monstres n'existent pas seulement dans les films d'horreur. Parfois, ils portent du parfum français, des talons hauts et appellent votre père, mon chéri. C'était en 1969. J'avais 19 ans. De longs cheveux que ma mère aimait brosser, des robes en coton qu'elle cousait elle-même, et les rêves naïfs d'une jeune fille de province. Je vivais avec mes parents dans une maison simple mais heureuse, dans le vieux Lyon, l'un des quartiers les plus anciens de la ville. Un jardin généreux entourait la maison, rempli d'arbres fruitiers, pommiers, poiriers, cerisiers. Mon père, Joseph Christian, travaillait à la brasserie Cronenbourg sur la chaîne de production. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir, mais jamais nous ne manquions de rien. Ma mère, Marie, s'occupait de tout à la maison et préparait en plus des repas à emporter pour vendre. Elle se levait à 4 heures du matin pour tout organiser. À 6 heures, les livreurs venaient récupérer les paniers. Des repas simples mais soignés, blanquettes de veau, ratatouille, quiche Lorraine, 20 repas par jour, parfois 30 en cas de commande spéciale. J'aidais autant que je le pouvais. Le matin, avant d'aller à l'école, j'épluchais les légumes, lavais les ingrédients et préparais les assaisonnements. L'après-midi, après les cours, je lavais les boîtes en aluminium qui revenaient et préparais tout pour le lendemain. Ma mère fredonnait toujours des chansons pendant qu'elle travaillait. Édith Piaf, Yves Montand, des airs appris de ma grand-mère. La cuisine sentait l'ail, le thym, l'estragon, l'odeur d'une maison pleine d'amour. Tout a changé ce matin de samedi. Janvier, plein hiver à Lyon, le froid humide qui pénètre jusqu'aux os, transformant les rues en patinoire. Normalement, je me réveillais au bruit de ma mère dans la cuisine. Le cliquetis des casseroles, l'eau qui coule, la radio diffusant doucement le programme matinal. Mais ce jour-là, il n'y avait rien. Silence total. Il était 7 heures et pas un mouvement. Je me suis levée doucement, le vieux radiateur de ma chambre grinçant encore légèrement. Je suis descendue dans la cuisine, silencieuse et vide. Le fourneau était froid, la table déserte, pas de petit déjeuner prêt. Tout semblait inhabituel. Je me suis dirigée vers leur chambre. La porte était fermée, ce qui m'a paru étrange. Ma mère la laissait presque toujours entr'ouverte pour laisser passer la chaleur. J'ai frappé doucement. « Maman, tu es réveillée ?» Aucune réponse. J'ai entr'ouvert la porte avec précaution. La chambre baignait dans l'ombre, le rideau tiré. Ma mère était allongée sur le côté, tournée vers le mur. La couverture semblait immobile. Non, elle ne bougeait pas du tout. Je me suis approchée, tremblante, et ai touché son épaule. Elle était froide, raide. Je l'ai retournée lentement et j'ai fait face à l'horreur. Ses yeux ouverts, vitreux, fixaient le vide. Sa bouche était entr'ouverte, comme si elle avait tenté de crier. Sa peau avait déjà pris cette teinte étrange, bleuâtre. Le cri qui est sorti de moi a traversé toute la rue. Un cri profond, venu du fond de mes entrailles, de mon âme. Mon père a déboulé depuis la cuisine. Il était déjà habillé, assis à boire son café. La surprise, le désespoir? Tout semblait calculé, du théâtre. Marie! Mon Dieu! Marie! Qu'est-ce qui se passe? Il s'est jeté sur moi, m'a secoué, m'a appelé, pleurant des larmes feintes. Je n'avais d'autre choix que de crier, de pleurer, de me laisser submerger par le désespoir. Les voisins ont commencé à affluer. Madame Dubois d'Alexandrave côté, Martin d'en face, Madame Lefebvre 2 maisons plus bas, tous entraient sans frapper, comme le veut la coutume dans les quartiers populaires en cas de malheur. On apportait parfois de l'eau sucrée, pour réconforter l'enfant, mais c'était inutile. L'ambulance est arrivée, silencieuse. Ma mère était déjà froide depuis plusieurs heures. Le médecin, le docteur Laurent, généraliste du quartier, a confirmé la réalité. Décès survenu pendant la nuit, probablement une crise cardiaque.
Mort subite, naturelle, a-t-il dit. Ma mère avait 40 ans. Jamais aucun problème de cœur, jamais la moindre plainte. La veille encore, elle chantait, préparait des projets pour le dimanche. Elle devait cuisiner un coq au vin et avait déjà acheté tous les ingrédients. Les funérailles ont eu lieu le jour même. L'hiver lyonnais ne pardonne pas, le froid accélère tout. Pas de temps à perdre. Les pompes funèbres de Saint-Jean, dans le Vieux-Lyon, ont tout organisé à la hâte. Cercueil sobre en bois, fleurs séchées, immortelles, un bouquet simple et bon marché. La bougie se consumait lentement dans la chapelle glaciale, l'air chargé d'une odeur douceâtre, mélange de cire et de fleurs mortes. La maison s'est rapidement remplie de monde, voisins, parents éloignés, même ceux dont j'avais oublié l'existence. Tout le monde semblait frappé par la même tristesse. Ma mère était aimée de tous. Elle tendait toujours la main aux nécessiteux, partageait sa nourriture, prêtait de l'argent sans jamais le réclamer. Les membres de son groupe de prière pleuraient, enlacés. Ses clients, ceux qui recevaient ses repas, étaient en larmes. Chacun répétait les mêmes mots. Si jeune, elle était si en santé. Pauvre Thérèse, sans mère maintenant. Dieu sait ce qu'il fait. Je nourris encore de la colère contre cette phrase. Si Dieu savait, pourquoi a-t-il laissé cela arriver? Pourquoi a-t-il pris ma mère et permis au monstre de rester? Mon père jouait le rôle du veuf parfait, recevant les condoléances, remerciant pour la présence, reniflant dans son mouchoir. Parfois, il me lançait un regard feignant l'inquiétude. Thérèse, ma fille, repose-toi un peu. Mange quelque chose, veux-tu de l'eau ou du café? Trop de sollicitude, trop d'affection. J'aurais dû m'en méfier à ce moment-là. Mon père n'avait jamais été démonstratif. Il m'aimait, certes, mais à sa manière, distante, pratique. Un homme de cette époque ne donnait pas de câlins ni de baisers. C'est au milieu de ce brouhaha, entouré de pleurs et de murmures, que je l'ai aperçue pour la première fois. Une femme différente. Grande, mince mais élégante, pas maigre. Sa robe noire, en tissu de qualité, ne ressemblait en rien au coton bon marché du quartier. Talons hauts, sac en cuir, lunettes noires même à l'intérieur. Cheveux blancs platine, coupés au menton, rouge à lèvres discret. Un parfum français qui envahissait l'air, marquant sa présence. Elle n'était pas du quartier. Le Vieux-Lyon était ouvrier, modeste, simple. Cette femme respirait richesse et sophistication, un autre monde. Qui est-ce? Ai-je demandé à Madame Dubois à mes côtés. Je ne sais pas, ma fille. Je ne l'ai jamais vue. Elle doit travailler avec ton père. Mais ce n'était pas une employée de Cronenbourg. Et même si c'était le cas, jamais elle ne se serait habillée ainsi pour les funérailles d'un ouvrier. Je l'ai vue s'approcher du cercueil, poser son regard sur ma mère quelques secondes. Aucune émotion, aucun signe de prière, pas de croix. Elle scrutait, comme pour vérifier quelque chose. Puis elle s'est tournée vers mon père. Sa posture a changé aussitôt, son regard s'est fait vif, anxieux. Sur le moment, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, je sais, culpabilité et désir. Elle a tendu sa main gantée. Il l'a serrée. Le contact est resté, trop intime. Leurs regards se sont croisés, trop longtemps. Mes condoléances, Monsieur Christian, a-t-elle dit, voix maîtrisée, éduquée. Merci d'être venu, Claire, a répondu mon père. Claire, nom de roman, nom de femme calculatrice, ai-je pensé. Elle s'est tournée vers moi, retirant lentement ses lunettes. Ses yeux verts, froids et hypnotiques, me transperçaient. Elle me jaugeait de haut en bas, comme si j'étais un objet qu'on inspecte pour en déterminer la valeur. Tu dois être Thérèse. Ta mère m'a tellement parlé de toi. Un mensonge. Ma mère n'avait jamais évoqué une certaine Claire. Je connaissais chaque amie, chaque connaissance qu'elle avait. Une femme de province ne cache pas ses amitiés. Vous connaissiez ma mère? Nous étions simplement des connaissances. Nous nous croisions de temps à autre. Encore un mensonge. Ma mère ne quittait jamais la maison sans moi. En semaine, elle passait son temps dans la cuisine à préparer des repas. Le dimanche, elle allait à la messe avec mon père et moi. Quand aurait-elle pu rencontrer cette Claire? C'était étrange. Elle ne m'avait jamais parlé de vous. Son sourire a vacillé un instant. Mon père est intervenu. Madame Claire fait partie du club. Du club? Quel club? Cronenbourg avait bien un club de loisirs, mais c'était exclusivement masculin. Les femmes n'y mettaient pas les pieds et ma mère n'avait jamais participé à aucun club. La conversation s'est arrêtée là. Claire a remis ses lunettes,
esquissé un signe de tête et est sortie, marchant sur ses talons comme sur un podium. Mon père l'a suivie du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse par la porte. Le reste des funérailles s'est déroulé comme dans un brouillard. Prières, larmes, café noir, biscuits secs. Le cercueil a été porté par des voisins et des proches. Mon père en tête, feignant l'épuisement, moi derrière, soutenu par Madame Lefebvre et Madame Dubois. Le cortège a marché jusqu'au cimetière de Loyat, à 5 pâtés de maison. Le faible soleil d'hiver éclairait les rues gelées. Tout le monde grelottait. Le père Antoine a officié rapidement dans la chapelle. Il parlait de vie éternelle, de plan divin, d'acceptation. Absurdité. Comment accepter l'inacceptable? Comment me résigner à la mort soudaine de celle qui représentait tout pour moi? Au cimetière, la tombe attendait. La terre, gelée, dure comme la pierre. Le cercueil a été descendu lentement grâce aux cordes. J'ai jeté la première pelletée de terre, selon la coutume. Le bruit sourd de la terre frappant le bois résonnait dans ma tête. Chaque poignée de terre semblait emporter une part de moi avec elle. De retour à la maison, le choc a été double. Elle était là. Claire, assise dans notre salon, buvant du café dans notre service en porcelaine, celui que ma mère réservait aux grandes occasions. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» ai-je demandé à mon père. « Thérèse, assieds-toi. Nous devons parler. » Ce ton, celui que les adultes prennent pour annoncer une mauvaise nouvelle à un enfant. Mais je n'étais plus une enfant. J'avais 19 ans. L'âge où l'on se prépare à se marier, à avoir des enfants, à tenir un foyer. Je refuse de m'asseoir. Je veux comprendre pourquoi cette femme se trouve dans notre maison. Ne parle pas ainsi, Thérèse, a commencé mon père. Madame Claire, enfin, tu peux m'appeler Claire, m'a coupé la femme. Après tout, bientôt, nous serons de la famille. Le sol s'est évaporé sous mes pieds, l'air m'a manqué, le monde a semblé s'arrêter. Ton père et moi, nous allons nous marier, a-t-elle lâché, comme si elle annonçait la pluie. Mais ma mère n'était même pas encore froide. Un cri m'a échappé, déchirant le silence de la maison. Les voisins ont dû l'entendre. Le scandale aurait pu faire trembler tout le quartier, mais je m'en fichais. Thérèse, calme-toi, a tenté mon père. Comment pourrais-je me calmer? Ma mère vient de mourir. Et vous amenez déjà une autre femme sous notre toit. Ce n'est pas comme ça. Si, exactement comme ça, ont répondu leur silence. Je l'avais vu. La manière dont ils se regardaient. Le silence a confirmé leur culpabilité. Leur regard ne laissait aucun doute. Depuis combien de temps? Ai-je demandé, la voix devenue basse et glaciale. Quelques mois, a avoué mon père. Quelques mois. Pendant que ma mère préparait les repas, lavait le linge, entretenait la maison, il la voyait elle. Pendant qu'elle chantait, heureuse et insouciante, il la trahissait. Vous êtes répugnant, ai-je craché. Ne parle pas ainsi à ton père, est intervenue Claire. Et toi, ne t'adresse pas à moi. Tu n'es pas ma mère. Tu ne le seras jamais. La première gifle de ma vie est tombée. La main de mon père a traversé mon visage, me projetant sur le côté. La douleur brûlait, cuisait, mais ce n'était pas mon visage qui souffrait le plus, c'était mon âme. Excuse-toi auprès de Claire maintenant, a-t-il ordonné. Jamais, ai-je répondu. C'est vous qui devriez vous excuser auprès de moi, auprès de ma mère. Une seconde gifle m'a envoyé au sol. Le goût du sang m'est remonté à la gorge. Arrête, Joseph, a murmuré Claire. Elle tremblait. Pour elle, tout était normal. Voler un mari, détruire une famille, pour elle, c'était normal. Vous l'avez tué, ai-je soufflé depuis le sol. Un silence lourd s'est installé. Mon père est devenu livide. Claire a serré sa tasse comme si sa vie en dépendait. Que viens-tu de dire? Vous avez tué ma mère de chagrin et de trahison. Tu es folle, a-t-elle répliqué. Ta mère a eu une crise cardiaque. Pratique, n'est-ce pas? L'épouse meurt, l'autre arrive. Quelle coïncidence. Thérèse, a-t-elle ajouté en se levant, je comprends ta douleur. Perdre sa mère est difficile. Mais nous accuser. Tais-toi, tu ne comprends rien, ai-je hurlé. Je me suis enfuie dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé et me suis effondrée sur le lit. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes larmes s'épuisent, jusqu'à ce que ma gorge brûle, jusqu'à ce que tout mon corps tremble. Ma mère était morte. Mon père, un traître. Ma vie, en ruine. Tout cela en quelques heures. Dehors, je les entendais murmurer, planifier,
décider de mon avenir sans me demander mon avis. Sa voix mielleuse, son assentiment lâche. C'est dans cette chambre, le goût du sang dans la bouche et la brûlure de la gifle sur le visage, que j'ai pris ma décision. Je savais que j'allais découvrir la vérité sur la mort de ma mère, quoi qu'il en coûte, peu importe le temps que cela prendrait. Au fond de moi, je sentais que ce n'était pas une mort naturelle, mais un meurtre. Les premiers jours après l'enterrement ressemblaient à un enfer déguisé en normalité. Claire a emménagé le jour même. Elle a débarqué avec valise sur valise, boîtes de chaussures et produits de beauté qui ont envahi toute la salle de bain. Son parfum français flottait partout, chassant l'odeur de café et d'ail qui faisait le charme de ma mère. Février 1969 a commencé sous son règne. Dès le premier matin, je me suis réveillée au bruit de meubles déplacés. J'ai couru dans le salon et j'ai trouvé 2 hommes en train d'emporter le vieux canapé que ma mère adorait. « Qu'est-ce que vous faites » ai-je crié. À Thérèse, « Bonjour », a répondu Claire, parfaitement apprêtée à cette heure du matin. Je fais quelques changements. Cette maison avait besoin d'être modernisée. Le canapé de ma mère ? Elle l'a désigné comme appartenant au passé. Nous allons mettre des meubles neufs, modernes, a-t-elle poursuivi en pointant vers un canapé en cuir blanc que d'autres hommes apportaient. Dans notre maison modeste avec son jardin en terre, un canapé blanc ne tiendrait pas une semaine. Tu ne peux pas faire ça, ai-je protesté. Si, je peux, et je le fais. Ton père est d'accord, a-t-elle répondu. Puis, l'allusion, mon père était parti travailler. Un homme travailleur, ton père, c'est pourquoi il mérite une belle maison. Ma mère n'avait jamais été assez pour lui, ai-je pensé en serrant les poings. J'ai avalé ma colère et je suis montée dans ma chambre. Mais la paix n'y était pas. Bientôt, on a frappé à ma porte. Thérèse, je veux te parler de quelques règles. Quelles règles ? Ai-je demandé. Elle est entrée sans attendre ma permission, observant tout avec un air de juge. Ma chambre était simple, un lit, une place, une armoire ancienne, une petite table d'études. Mais c'était mon espace, rempli de mes affaires, de mes livres, de mes souvenirs. Première règle, plus de portes fermées à clé. Deuxième, tu participeras aux tâches ménagères. Troisième, pas de sortie sans prévenir. Quatrième, respect toujours. C'est ma maison aussi. C'est celle de ton père et maintenant la mienne. Tu y habites par faveur. Par faveur, dans la maison où j'étais née et où j'avais grandi. Mars est arrivé avec ses premières provocations sérieuses. Au début, tout semblait subtil, des plats brûlés uniquement dans mon assiette, mes vêtements disparus de l'étendoir, mes produits d'hygiène mystérieusement perdus. « Papa !» Claire me harcèle, ai-je crié. « Ne dis pas de bêtises, Thérèse, a-t-il répondu. Elle essaie juste d'organiser la maison. Chaque excuse de son côté, toujours. En avril, les attaques se sont intensifiées, déguisées en maladresse. Elle me bousculait, sans faire exprès, laissait tomber des objets brûlants à proximité, marchait sur mes pieds avec ses talons aiguilles. « Oh, désolée, je suis maladroite », disait-elle. Du théâtre pur, mais assez convaincant pour que mon père ne s'en aperçoive pas, ou ne veuille pas le faire. Puis est venu l'isolement. Elle a persuadé mon père que je n'avais plus besoin de sortir autant. Thérèse est trop souvent dehors, Joseph. Une jeune fille convenable reste à la maison. Je vais à l'école, ai-je protesté. Tu as déjà terminé le lycée. À présent, tu apprendras à tenir une maison. C'est ce dont tu as besoin, a-t-il dit. Et c'est ainsi que j'ai perdu ma liberté. Je ne pouvais plus sortir sans surveillance. Mes amis ont cessé de venir. Elle disait qu'ils me dérangeaient. Le voisinage s'est éloigné. Elle répandait que j'étais perturbée. Puis sont venues les humiliations publiques. Lors des visites, elle se faisait un devoir de me rabaisser. Thérèse est un peu lente, pauvre fille. Elle n'a pas hérité de l'intelligence de son père. Sa mère n'était pas brillante non plus, hein ? Me critiquer, c'était difficile. Critiquer ma mère ? Insupportable. Et si je réagissais, c'était encore pire. Tu vois, agressive, elle doit apprendre les bonnes manières. Juillet a marqué le début de la véritable violence physique. C'était un dimanche. Mon père était sorti jouer au domino au bistrot. Je faisais la vaisselle quand elle est apparue dans la cuisine. Lave correctement, c'est tout gras. C'est propre. Non, regarde, a-t-elle dit en prenant une assiette et en passant le doigt dessus. Rien n'y était, mais elle a fait une grimace de dégoût. Sale comme ta mère. C'était la goutte d'eau. Je me suis tournée vers elle, le sang bouillant. Ne parle pas de ma mère. Je parle comme je veux,
a-t-elle répondu. D'ailleurs, tu sais pourquoi ton père m'a choisi? Parce que je suis tout ce qu'elle n'était pas. Belle, éduquée, propre. Tais-toi, ai-je lancé. J'ai levé la main, sans savoir si j'allais la frapper ou simplement faire un geste. Je n'ai pas eu le temps. Elle avait été plus rapide, saisissant la cuillère en bois sur l'évier pour me frapper le bras avec force. La douleur m'a fait crier. Ne lève plus jamais la main sur moi, tu entends? Jamais. J'ai tenu mon bras douloureux, les larmes aux yeux. Elle s'est approchée, son visage à quelques centimètres du mien. Ta mère est morte. Je suis vivante. J'ai gagné. Accepte-le. À partir de ce moment, la cruauté a escaladé. Elle me frappait régulièrement, toujours quand mon père n'était pas là, toujours sur des endroits peu visibles, ventre, dos, cuisses. Tout ce qui lui tombait sous la main, cuillère en bois, pantoufles, ceinture. Si tu le dis à ton père, ce sera pire. Je lui dirai que tu es menteuse, perturbée. Qui crois-tu qu'il croira? Je connaissais déjà la réponse, mais j'ai quand même essayé. Papa! Ai-je crié. Claire m'a frappé avec la cuillère. Regarde mon bras, ai-je montré les marques bleues. Il a froncé les sourcils. Claire! Joseph! Je suis tombée dans la cuisine, glissant sur le sol mouillé. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit. Elle m'a frappée. Thérèse, arrête d'inventer des histoires. Excuse-toi auprès de Claire. Mais papa, excuse-toi, ai-je répondu. J'ai fini par m'excuser, la haine au cœur. Elle a souri, victorieuse. Septembre a intensifié les choses. Les coups étaient plus violents. J'ai découvert que souffrir en silence faisait moins mal. Plus je criais, plus elle frappait. Alors j'ai appris à serrer les dents, fermer les yeux, supporter. C'est mieux comme ça. Personne n'aime les scandales, disait-elle. Octobre est arrivé avec un nouveau supplice, la nourriture. Elle a commencé à contrôler ce que je mangeais. Elle servait moins, cachait les sucreries, verrouillait le garde-manger. Tu es grosse, tu dois maigrir. Les hommes n'aiment pas les femmes grosses. Je n'étais pas grosse, jamais. Mais j'ai commencé à maigrir, de nervosité, de tristesse, de faim. Même novembre a apporté la terreur psychologique. Elle entrait dans ma chambre la nuit, restait debout à côté de mon lit, me regardant dormir. Je me réveillais en sursaut. Elle était là, souriante dans l'obscurité. Je vérifie juste si tout va bien, disait-elle. Comment dormir avec cette sorcière qui me surveillait? En décembre, le pire est arrivé. Veille de Noël. Mon père était sorti acheter des boissons pour le réveillon. La maison décorée, la table dressée. Elle avait invité des amies riches et prétentieuses qui regardaient notre maison avec un mépris à peine dissimulé. J'étais dans la cuisine à préparer quand je les ai entendus parler dans le salon. Pauvre de toi, Claire, devoir t'occuper de la fille des autres. Oui, et en plus, une fille avec des problèmes comme celle-là. Des problèmes? Comment ça? Oh, je ne te raconte même pas agressive, menteuse. Je me suis figée en entendant ces paroles. Elle prétendait tenir ça de son père, qu'il frappait et buvait. Mensonge. Mon père n'avait jamais levé la main sur ma mère, jamais bu. Et moi, stupide, je n'ai pas pu rester silencieuse. Menteuse. Je me suis précipitée dans le salon en criant. Les femmes ont sursauté, figées par ma colère. Claire, elle, semblait surprise par mon audace. Thérèse, quel scandale, que dis-tu là? Elle niait tout, sûre de son monde. Mon père n'a jamais frappé ma mère, ai-je répété, la voix tremblante mais ferme. Ah oui? Et pourquoi avait-elle toujours des bleus alors? Elle m'a ignorée et a sorti calmement son sac. De là, elle a extrait une photo, qu'elle a montrée à ses amis puis à moi. C'était ma mère, le visage tuméfié, un œil noirci, une image que je n'avais jamais vue. Elle disait, c'est après une correction de ton père. Je l'ai aidée, la pauvre. Mensonge. Tout était mensonge. Mais la photo, elle, était tangible, réelle. Comment, ai-je bredouillé, cherchant une explication. Elle est tombée, a-t-elle insisté, avec ce ton compatissant. Je me souviens, ce jour-là, elle a glissé dans la salle de bain. Ses amis acquiesçaient, le regard plein de pitié. Et elle, croyant en son mensonge, me regardait triompher de ma confusion. Avant que je puisse réagir, elle a saisi le balai. Il était appuyé dans un coin, un vieux manche de bois épais. Le premier coup a frappé mon dos. Ne me parle pas ainsi, ai-je murmuré, étouffant un cri. J'ai essayé de fuir, mais elle a été plus rapide.
Le deuxième coup a atteint mes jambes, me faisant tomber au sol. « Petite ingrate », a-t-elle murmuré. Ses amis criaient, mais restaient figés, spectatrices silencieuses. Le balai s'abattait sur mon corps, là où je tentais de me protéger. « Je m'occupe de toi », disait-elle à chaque frappe. « Toi, nourriture, confort, tout est dû, un coup de plus. » Je hurlais, me tordais, essayais de m'échapper, mais elle avait une force démoniaque. « Sans elle, je serais à la rue », répétait-elle encore. Le bois a craqué, frappant mon crâne. Des étoiles dansaient devant mes yeux, le goût du sang emplissait ma bouche. « Claire, ça suffit », murmura une voix. L'une de ses amies s'est enfin décidée à parler, et elle a relâché le balai. J'étais recroquevillée, ensanglantée, les côtes en feu, la tête pulsante. Elle a jeté le balai brisé et m'a ordonné « Va dans ta chambre et nettoie ce sang avant que ton père rentre ». Je me suis traînée jusqu'à ma chambre, verrouillé la porte et me suis effondrée sur le lit. Chaque muscle me faisait souffrir, le sang de ma blessure tachant l'oreiller. Mais pire que la douleur physique, il y avait l'humiliation. Être battu devant des invités, exposé ainsi, sans personne pour intervenir. Mon père est rentré des heures plus tard, frappant à la porte. « Thérèse, pourquoi es-tu enfermée ?» Je me sentais mal, honteuse, seule. Claire lui avait raconté que j'avais fait un scandale devant ses amis. Elle m'a frappée, « Papa, avec le balai », ai-je tenté d'expliquer. Silence. Il m'a répondu que j'avais tenté de l'agresser et qu'elle avait dû se défendre. Mensonge. Thérèse, ça suffit. Demain c'est Noël, un peu de paix, veux-tu ? Et il est parti, me laissant seule, saignant, souffrante. J'ai passé la nuit éveillée, le corps douloureux, la tête bourdonnante. Mais plus que la douleur, il y avait le cœur. La certitude que j'étais seule dans cette maison, que personne ne me protégerait, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Le lendemain, Noël, je suis descendue pour le réveillon. Maquillage épais pour cacher les bleus, vêtements longs pour masquer les marques, sourire factice pour feindre la normalité. Joyeux Noël Thérèse, chantonna Claire. J'ai préparé le chapon, plat qu'elle me désignait comme mon préféré. Ce n'était pas mon plat préféré, mais celui de ma mère, le coq au vin. Je n'avais pas le choix, j'ai acquiescé. Pendant le repas, elle jouait la douceur, servait chacun avec un sourire, racontait des anecdotes. L'épouse parfaite, la belle-mère attentive. Personne n'aurait deviné qu'elle m'avait battu la veille avec un balai. Thérèse est calme aujourd'hui, observa mon père. Tu te sens mieux ? Demanda Claire, feignant l'inquiétude. Hier, c'était une crise, murmurait-elle. Crise ? C'était son mot pour le mal qu'elle infligeait. Mange ma fille, insistait mon père. Chaque bouchée descendait difficilement, le goût du sang toujours présent. C'est ce Noël-là que j'ai compris la vérité. J'étais prisonnière dans ma propre maison, dominée par une femme cruelle qui avait ensorcelé mon père. Et personne ne viendrait me sauver. Il ne me restait qu'une seule stratégie, survivre. Un jour à la fois, un coup à la fois. J'étais à bout, je ne savais plus combien de temps je tiendrais. Il fallait que quelque chose change, que le cours des choses se rompe, parce que je ne pouvais plus supporter. Janvier 1970 a ouvert ses portes sur un père méconnaissable. L'homme que j'avais connu toute ma vie, travailleur sérieux, père attentif, mari respectueux, avait disparu avec ma mère. À sa place, un monstre, façonné pour former un couple parfait avec Claire. Le premier signe de cette transformation fut l'alcool. Autrefois, il se contentait d'une bière le dimanche, d'un cognac à son anniversaire. Maintenant, dès qu'il rentrait du travail, il filait au bistrot, revenait tard, titubant, imprégné de pastis. « Où étais-tu si tard ?» demandait Claire, feignant l'inquiétude. « Un homme a besoin de se détendre », répondait-il, excusé par sa présence. Elle l'encourageait, remplissait le frigo de bouteilles fraîches. Plus il buvait, plus elle avait de contrôle sur lui. Février est arrivé, apportant la violence que je redoutais. Mon père, ivre, se transformait en un autre être, grossier, agressif, cruel. Au début, ce furent les cris. « Thérèse, où est le dîner ?»« Sur la table, papa », répondais-je. Et les insultes suivaient, comparant ma mère à une paresseuse. Comment osait-il ? La femme qui avait supporté ses humeurs et ses absences pendant 20 ans devenait soudainement un fardeau. Mais je ne disais rien. J'avais appris avec Claire que protester ne faisait qu'empirer la situation. Mars a aggravé les choses. Les cris se sont transformés en poussées, bousculades. Il rentrait ivre et me heurtait.
me faisant tomber de la chaise ou me projeter contre le mur. Pardon, j'ai peut-être un peu dépassé, disait-il au sujet de son état d'ivresse. Claire observait, un sourire satisfait aux lèvres. Parfois, elle provoquait elle-même. Thérèse, tu n'as toujours pas bien lavé la vaisselle, et le cycle recommençait. Petite paresseuse, tu ne sais rien faire. Il s'avançait vers moi, et elle s'écartait, laissant le sale boulot à son époux. Avril a marqué ma première véritable correction. Pas une simple gifle. C'était un dimanche. Il avait perdu au jeu, rentré furieux. Tout est de ta faute, criait-il. Je n'avais même pas su qu'il jouait. Depuis ta naissance, tu portes malheur, tu n'apportes que des ennuis, et le point est arrivé, frappant mon ventre, me pliant en deux. Je suis tombée, sans air, incapable de bouger. Joseph, proteste. Tais-toi, elle le mérite, fille maudite. Des coups de pied ont suivi, frappant mes côtes une fois, 2 fois, faisant exploser la douleur dans tout mon corps. Maintenant, ça suffit, chérie. Viens, je vais te faire un café, et elle m'a traîné jusqu'à la cuisine, me laissant là, étendue par terre. Plus tard, dans la salle de bain, crachant du sang, elle est apparue. Tu provoques, tu dois apprendre à rester tranquille, je n'avais rien fait. Exister était déjà une provocation. Je lui rappelais ma mère, la traîtresse selon elle. Ma mère, jamais, n'avait trahi personne. Elle riait, froid, cruel. Pourquoi donc mon père m'avait-il choisi, pourquoi me gardait-il près de lui? Je suis sortie avant de vomir sur son visage. Mike a intensifié le cycle. La violence était devenue quotidienne. Mon père buvait, Claire provoquait, et moi, je subissais. Un cercle infernal qui recommençait chaque jour. Thérèse, tu as répondu aujourd'hui, Joseph? Quoi? J'ai demandé de laver la salle de bain. Je l'ai déjà fait, mensonge. J'avais vraiment fait ce qu'elle demandait, mais cela n'avait aucune importance. Insolente, viens ici. Je fuyais à travers la maison, cherchant un recoin où me cacher, mais tout était si étroit que je savais qu'il finirait par me trouver. Il me retrouvait toujours. Claire a ajouté un nouveau degré de cruauté. Ils ont commencé à me tourmenter ensemble, comme un jeu macabre entre eux. Tu sais ce que ta fille a fait aujourd'hui, Joseph? Quoi? Elle parlait avec le livreur de gaz, se montrait disponible, traînée comme sa mère, je n'avais même pas vu de livreur. J'étais renfermée dans ma chambre, comme toujours. Mais il la croyait. Il la croyait toujours. Les coups s'abattaient sur moi, pieds, gifles, douleur. Elle observait, donnant des instructions. Ne frappe pas au visage, ça laissera des marques. Dans le dos, c'est mieux. Personne ne verra, un vrai cours de torture. Elle enseignait, il apprenait. Juillet a été le mois où j'ai frôlé la mort. Mon père est rentré plus ivre que jamais. Claire avait préparé le terrain. Dans sa chambre, j'ai trouvé une lettre. J'ai reconnu mon écriture, mais le contenu m'était inconnu. Qu'est-ce que c'est? Une lettre d'amour pour le fils du boucher, mensonge. Je n'avais jamais écrit de lettre à personne. Mais comment prouver le contraire? Il ne voulait rien entendre. Il a foncé sur moi comme un taureau, m'a jeté au sol, frappé encore et encore, ventre, dos, tête. J'ai perdu le compte des coups. Tu l'as tout de suite, Claire criait, et il a failli me tuer. Il s'est arrêté seulement quand j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée des heures plus tard, vomissant du sang, certaines côtes brisées, peut-être 2. Où t'as introduit la faim comme arme. Ils ont commencé à me priver de nourriture. Tout était verrouillé, réfrigérateur, placard, garde-manger. Grosse comme tu es, tu n'as pas besoin de manger tous les jours, disait Claire. J'avais déjà perdu une 15aine de kilos. Poios. Mais pour eux, j'étais toujours trop grosse. Elle a grossi comme sa mère. C'est pour ça qu'elle est morte. Son cœur n'a pas tenu, mensonge cruel. Ma mère n'était pas grosse, elle était robuste, en bonne santé jusqu'à ce matin maudit. Septembre a inauguré un autre type de torture, l'isolement complet. Des planches ont été clouées aux fenêtres de ma chambre, la porte fermée à clé depuis l'extérieur. Je restais des jours sans voir le soleil. C'est pour ton bien, expliquait Claire. Pour que je ne m'enfuis pas, que je ne fasse pas de bêtises. M'enfuir où? Faire quelle bêtise? Je voulais juste vivre. Octobre a apporté des menaces explicites. Ce n'était plus des insinuations, c'était direct. Tu sais ce qui arrive aux filles ingrates? Mon père brandissait un couteau. Elle meurt comme sa mère, comme ma mère.
Claire ajoutait, un accident, une chute, une maladie soudaine, tant de façons de disparaître. Novembre a été terrible. Les coups ont empiré. Ils utilisaient tout ce qu'ils trouvaient, ceinture, fil, bâton. Pourquoi ne meurs-tu pas tout de suite demandait mon père en frappant. Fais une faveur à tout le monde, je me posais la même question. Pourquoi ne mourrais-je pas? Ce serait plus facile. Mais quelque chose me maintenait en vie, la colère, l'obstination, ou simplement l'instinct brut de survie. Décembre, second Noël dans mon enfer. Cette fois, ils ont ignoré toute apparence de normalité. Ils m'ont enfermé dans ma chambre pendant qu'ils célébraient. J'entendais les rires, la musique, les toasts, la vie se poursuivre sans moi, comme si j'étais déjà morte. Claire, la femme qui avait sauvé ma vie. Et pourtant, j'entendais mon père crier, détruisant ma vie à chaque éclat. La nuit du Nouvel An a tout changé. Ils étaient ivres, fêtant dans le salon. Ils ont oublié de verrouiller ma chambre. Je suis sortie à pas feutrés, allée à la cuisine chercher de l'eau. Depuis des jours, je ne buvais que dans les toilettes. Mon regard a croisé son sac ouvert sur la table. La curiosité a surpassé la peur. J'ai pris les papiers, regardé rapidement. Cartes d'identité, certaines avec des noms différents, vieilles photos, coupures de journaux. Veuve disparaît après la mort suspecte de son mari riche, mon cœur s'est emballé. J'ai glissé quelques documents dans la poche de ma chemise de nuit. Preuve? De quoi exactement? Je l'ignorais. Mais je sentais que c'était important. Que fais-tu là? Mon père à la porte, furieux. Je tenais l'eau à la main. Tu fouilles encore dans mes affaires, petite voleuse. Il s'est jeté sur moi, mais cette fois c'était différent. Ses mains ont serré ma gorge, et je sentais le monde basculer. Autant en finir maintenant. Un voile noir a envahi ma vision. Mes poumons brûlaient. J'allais mourir ici, là, à cet instant. Joseph, arrête. Claire est apparue. Pas ici, les voisins vont entendre. Il a relâché sa prise. Je suis tombée, toussant, suffocant. Ils m'ont traîné jusqu'à ma chambre et verrouillé la porte. Mais j'avais les documents, les preuves, et je savais qu'à moins de fuir immédiatement, je mourrais. L'horloge affichait minuit. Commencer, l'année de ma mort ou de ma délivrance. Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai passé la nuit à planifier ma fuite. Où aller, comment m'en sortir, avec quel argent. Le matin, j'ai entendu leur conversation. Ça doit être naturel, comme pour sa mère, disait Claire. Ça prend trop de temps, je préfère faire vite. Ne sois pas stupide. Tu veux finir en prison? Personne ne s'en soucierait. Il s'en soucie encore. Il faut rester prudent. Alors c'était ça. Ils décidaient de la manière dont ils allaient me supprimer. Naturel, comme ma mère, peut-être du poison, ou un accident simulé. Le désespoir m'a donné une force inattendue. J'ai commencé à gratter le bois avec mes ongles. Le bois ancien et humide a résisté, mais je continuais, jusqu'à saigner des doigts. Après des heures, un trou assez large pour passer ma main est apparu. J'ai atteint le loquet et ouvert doucement. La maison était silencieuse. Il était parti travailler, elle dormait dans le salon. C'était maintenant ou jamais. J'ai récupéré les documents que j'avais cachés. Je suis sortie sur la pointe des pieds, le cœur battant. La porte d'entrée, si proche et pourtant si lointaine. 3 pas. 2. Où crois-tu aller? J'ai gelé. Je me suis retournée lentement. Claire m'observait, réveillée. Je rentre maintenant. Non. Le mot est sorti avant que je puisse réfléchir. Petit mais définitif. Non, je ne rentre pas. J'en ai assez. Vous voulez me tuer? Tuez-moi, mais je ne reviens pas. Elle s'est levée et s'est avancée, mais j'ai été plus rapide. J'ai ouvert la porte et fui en courant. Reviens ici, Thérèse. Je courais pieds nus, chemise de nuit déchirée, cheveux en désordre. Je devais paraître folle, mais libre. Pour la première fois depuis 2 ans, libre. Je ne savais pas où aller. Je n'avais personne. Mais n'importe quel endroit valait mieux que cette maison. N'importe quelle vie valait mieux que la mort. La voisine, Madame Lefebvre, balayait le trottoir. Elle m'a vue et a été choquée. Thérèse, mon Dieu, que s'est-il passé? Aidez-moi. Je me suis effondrée dans ses bras, pleurant, tremblante, vivante pour ce moment. Elle m'a accueillie ce jour de janvier 1971 comme sa propre fille. Elle a fermé toutes les portes, envoyé son petit-fils prévenir que personne ne pouvait entrer. Elle m'a donné un bain, des vêtements propres,
un repas chaud, des luxes que j'avais oubliés. Mon Dieu, petite, tu n'es que peau et blessure. Elle a observé mes marques, toutes anciennes et récentes. Coupures, bleues, cicatrices. La carte de ma torture gravée sur ma peau. C'est lui, n'est-ce pas, ton père? J'ai hoché la tête, sans force pour parler. Et cette vipère aussi? J'ai acquiescé de nouveau. Je le savais. Depuis son entrée dans cette maison, j'avais pressenti le danger. Ta mère est morte si étrangement. Alors je me suis souvenu des documents, toujours dans la poche de ma chemise de nuit, froissée. Madame Lefebvre, j'ai trouvé quelque chose. J'ai montré les papiers, cartes d'identité falsifiées, coupures de journaux. Elle les a examinés, yeux écarquillés à chaque découverte. Jésus-Marie, cette femme est une criminelle. Vous pensez qu'elle aurait tué ma mère, ma fille? Après ce que j'ai découvert ici, je ne doute de rien. Nous avons passé l'après-midi à examiner chaque document. 3 identités différentes, toutes avec la photo de Claire. Les coupures de journaux évoquaient des morts suspectes, des veuves disparues, des héritages contestés. Un schéma se dessinait clairement. Nous devons aller à la police, a tranché Madame Lefebvre. Non, ils ne me croiront pas, mon père viendra me chercher. Il me tuera. Calme-toi. Réfléchissons. D'abord, tu dois être en sécurité. Elle m'a caché chez elle pendant 3 jours, mais la situation restait dangereuse. Mon père cherchait partout, frappait aux portes, menaçait, faisait des scandales. Nous savons qu'elle est là. Je suis son père, j'ai des droits. La fille est malade. Elle a besoin de soins. Les mensonges étaient assez crédibles pour que le voisinage commence à exercer des pressions sur Madame Lefebvre. L'homme est le père, vous devez la rendre. Et si elle s'est vraiment enfuie, adolescente rebelle? Alors Madame Lefebvre a pris une décision audacieuse. Thérèse, tu ne peux pas rester ici. Mais j'ai une sœur à Marseille, Mireille. Elle pourra t'accueillir. Assez loin pour gagner du temps et réfléchir à la suite. La fuite a été soigneusement organisée à l'aube, quand mon père était ivre et Claire encore endormie. Train de 5 heures du matin, billet acheté sous un faux nom. Mais avant de partir, Madame Lefebvre a fait quelque chose de crucial. Je vais retourner dans ta maison chercher d'autres preuves. C'est dangereux. Ils sont sortis. Ton père au bistrot, elle au marché. J'ai le temps. J'ai attendu, angoissée. 1 demi-heure, 1 heure. Quand elle est revenue, elle portait un sac. J'ai trouvé Thérèse. J'ai trouvé des choses que tu n'imagines même pas, c'était une boîte à chaussures, dissimulée dans un double fond de l'armoire. À l'intérieur, le trésor le plus terrible, un cahier de notes, écriture de Claire. La première page révélait déjà l'horreur, une liste de noms, de dates, de montants. Jean Dupont, Lyon 1963, empoisonnement. Pierre Martin, Bordeaux 1965, noyade, 3500. Charles Dubois, Tours 1968, overdose, 500 000. Joseph Chrétien, Lyon 1970, en attente, 7500. Mon père figure sur la liste avec un montant marqué, ai-je murmuré. Elle prévoit de le tuer aussi, a ajouté Madame Lefebvre. Mais ce n'était pas tout. En feuilletant le cahier, nous avons trouvé des notes sur des méthodes, des doses de poison, des façons de simuler des accidents, de falsifier des documents, et, au milieu des pages, la confession que je cherchais. Chrétien éliminé comme prévu. Digitalique dans le café. Joseph croit à une crise cardiaque. Mariage dans 30 jours, transfert des biens dans 6 mois, élimination de J dans 1 an. Chrétien, Marie Chrétien, ma mère, là, noir sur blanc. La confession de l'assassinat. Mon Dieu, murmura Madame Lefebvre, devons-nous protéger ton père aussi? Protéger l'homme qui m'avait torturé? Mais elle avait raison. Malgré tout, je ne voulais pas qu'il meure. Pas comme ça. J'ai pris des photos de tout avec un vieil appareil que Madame Lefebvre possédait. Des preuves, des évidences, des munitions pour la justice. Le trajet jusqu'à Marseille fut tendu. 6 heures de route, sursautant à chaque arrêt, craignant qu'ils surgissent pour me ramener. Mireille m'a reçu sans poser de questions. Femme bonne et veuve, vivant seule dans une petite maison. Elle m'a offert une chambre, de la nourriture, un refuge. Mais je ne pouvais pas me détendre. Le poids de l'épreuve brûlait dans ma conscience. Je devais agir. C'est en mars que l'opportunité s'est présentée. Dans le journal, j'ai lu l'ouverture d'un commissariat spécialisé à Paris, pour les crimes contre les femmes. C'était nouveau, expérimental. Je dois y aller, ai-je décidé.
C'est dangereux, m'avertit Mireille. Plus dangereux est de la laisser libre. Je suis partie, emportant tout, documents, photos, cahiers. La commissaire, Madame Durand, jeune et sérieuse, différente des policiers brutaux que je connaissais, a examiné minutieusement chaque élément, posant d'innombrables questions. Elle ne m'a pas jugé, n'a pas douté, elle a cru. C'est très sérieux. Nous parlons d'assassinat en série. Allez-vous agir? Oui, mais j'ai besoin de plus de témoignages, de preuves médico-légales. Mon père ne témoignera jamais contre elle. Peut-être qu'il n'en aura pas besoin. Avec ce dossier, un mandat de perquisition pouvait être demandé. Qui sait ce que nous découvririons encore? Je suis retournée à Marseille, pleine d'espoir mais aussi de peur. Et si tout échouait? Et si elle s'échappait? Les semaines suivantes furent une agonie. Je sursautais au moindre bruit, attendant des nouvelles. Jusqu'à ce qu'en mai, Madame Lefebvre m'appelle. « Thérèse, tu ne vas pas le croire, ils l'ont arrêté. » Quoi? Comment? La police avait fouillé la maison et trouvé encore plus de preuves. Des documents, des poisons, même des bijoux appartenant à ses victimes précédentes. Un soulagement, mais pas complet. Mon père, lui, était en état de choc. Il refusait de croire, jusqu'à ce que la police lui montre les preuves, les plans qu'elle avait pour le tuer également. Justice enfin. Le procès eut lieu en août. J'ai été appelée à témoigner. C'était la première fois que je la revoyais depuis ma fuite. Claire me regarda avec une haine pure, mais elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Mon père semblait détruit, vieilli, brisé. J'ai raconté tout, les abus, les tortures, les menaces. J'ai montré mes cicatrices. Le procureur a utilisé mes photos du cahier comme preuve principale. La sentence tomba, prison à vie, pour crimes multiples, sans possibilité de recours. Quand elle fut emmenée, elle passa près de moi. « Ce n'est pas fini », murmura-t-elle. « Si, c'est fini », ai-je répondu. Mon père fut acquitté de complicité dans le meurtre de ma mère, mais condamné pour mauvais traitements et tortures, 5 ans. Il mourut 2 ans plus tard, de cirrhose, dans la solitude et le remords. Je ne suis pas allée à ses funérailles. Je n'ai pas pu pardonner, pas complètement. En septembre, j'ai reçu une lettre de Madame Durand. L'enquête avait permis de découvrir encore plus de victimes de Claire. Au total, plusieurs vies perdues. J'avais contribué à arrêter une tueuse en série. Tu as sauvé des vies, Thérèse, peut-être même celle de ton père, me dit-elle. Ai-je vraiment sauvé quelqu'un? Je ne sais pas. Mais au moins, j'avais rendu justice à ma mère. Octobre apporta une décision importante. Que faire de ma vie désormais? Retourner à Lyon? Jamais. Rester à Marseille? Peut-être. C'est Madame Mireille qui suggéra. Pourquoi ne pas étudier, faire du droit, devenir commissaire comme Madame Durand? Défendre les femmes, donner une voix à celles qui n'en ont pas, faire justice. J'aimais cette idée. Avec l'argent de la vente de la maison, j'avais les moyens. Je pouvais payer mes études. Mais j'ai déjà 22 ans, pensais-je. Vieille? Peut-être. Mais ma vraie vie commençait maintenant. Libre, forte, déterminée. En novembre, je me suis inscrite au cours préparatoire. Ce serait difficile. J'avais à peine fini le lycée, mais j'avais survécu à pire. Les examens d'entrée semblaient dérisoires comparés à l'enfer que j'avais traversé. Décembre arriva, différent. 3e Noël loin de la maison, mais premier avec la paix. Madame Mireille organisa un repas simple, invita des voisins, des gens bons et accueillants, et porta un toast, que la nouvelle année n'apporte que du bien à Thérèse. J'ai trinqué, les larmes aux yeux, mais le sourire aux lèvres. Les mois suivants furent un tourbillon. J'étudiais sans relâche, rattrapant le temps perdu, construisant mon avenir. J'ai réussi les examens d'entrée en droit à la faculté de Paris-Sorbonne. Ironie du sort, aller dans la capitale, mais différente, forte. La faculté fut un défi et une libération. Chaque cours, chaque livre me donnait des outils. La connaissance et le pouvoir. Le pouvoir de ne plus jamais être victime. Le pouvoir d'aider d'autres victimes. J'ai obtenu mon diplôme en 1976. J'ai réussi le concours de commissaire en 1978. Je suis retournée à Marseille, maintenant commissaire Thérèse Chrétien. Je me suis spécialisée dans la violence domestique. Chaque affaire que je résolvais honorait la mémoire de ma mère. Chaque femme sauvée était une revanche sur Claire. J'ai pris ma retraite après 30 ans, des centaines de dossiers, des milliers de vies transformées. Aujourd'hui, à 71 ans,
Je raconte cette histoire, non par vanité, mais pour montrer qu'il y a toujours une issue, que la vérité finit par apparaître, que la justice existe. Parfois elle tarde, parfois elle fait mal, mais elle arrive. Claire est morte en prison en 1985, poignardée par une autre détenue. On dit que c'était une bagarre, mais je sais que c'était une vengeance. Les femmes se protègent, même derrière les barreaux. Mon père est mort en pensant que je l'avais trahi. Peut-être que oui, peut-être que non. Je l'avais sauvé de la mort, alors même qu'il essayait de me tuer. Est-ce une trahison ou un pardon? Je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai survécu. J'ai gagné. J'ai transformé ma douleur en but. Et cela, personne ne peut me l'enlever. La vie a une drôle de manière de tourner, vous savez. En janvier 1979, je suis retournée à Lyon en tant que commissaire Thérèse Chrétien. Plus la petite fille effrayée qui s'était enfuie 8 ans plus tôt, mais une femme diplômée, forte, déterminée à faire la différence. Ma première semaine au commissariat fut un véritable test. Les collègues masculins me regardaient avec méfiance. Une femme commissaire était encore une curiosité. Certains ont tenté de me jauger, de me diminuer. Madame la commissaire, cette affaire est trop lourde. Laissez-nous nous en occuper. Trop lourde, pourquoi? Parce qu'il s'agit de violences domestiques. Le silence gêné en disait long. C'est exactement pour cela que je voulais m'en occuper. Je savais ce dont ces femmes avaient besoin, je le savais vraiment. Chaque dossier qui arrivait sur mon bureau reflétait mon passé. Des femmes blessées, terrorisées, sans voix, comme je l'avais été. Marie Leclerc fut mon premier grand dossier. 35 ans, 3 enfants, battue par son mari depuis 15 ans. Elle arriva au commissariat, le visage tuméfié, à peine capable de parler. Il a dit que si je le dénonçais, il me tuerait, murmura-t-elle. Combien de fois a-t-il déjà dit ça, demandai-je. Chaque fois qu'il me frappe. Et combien de fois vous a-t-il tué? Elle me regarda, surprise. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Jamais. La menace ne fonctionna pas. Vous êtes vivante, courageuse. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un l'appelait ainsi. Dans ses yeux, je vis l'étincelle que j'avais connue autrefois, l'espoir. J'ai arrêté son mari, obtenu le divorce, une rareté à l'époque, et des mesures de protection. Elle et ses enfants étaient enfin en sécurité. 6 mois plus tard, elle revint me voir. Madame la commissaire, j'ai trouvé un emploi, loué une maison. Les enfants vont à l'école. Je vis, pas seulement je survis. Des cas comme celui-ci se multiplièrent. Chaque femme sauvée était une victoire personnelle. Chaque agresseur arrêté, une vengeance pour ma mère. Chaque enfant protégé, la petite fille que j'avais été sauvée. En 1982, je créai le premier groupe de soutien pour femmes victimes de violences à Marseille. Au début, 5 femmes se réunissaient dans une petite salle à l'arrière du commissariat. 1 an plus tard, elles étaient 50. 5 ans plus tard, 300. Comment avez-vous réussi à surmonter ça, me demandait-on souvent. Je n'ai pas surmonté, j'ai transformé. La douleur ne disparaît pas, mais elle peut devenir force. Et je montrais comment, éducation, travail, indépendance, réseau de soutien, outils pratiques pour reconstruire des vies. En 1985, la nouvelle tomba. Claire était morte en prison, poignardée sous la douche. Je ne ressentis ni joie, ni tristesse. Vide. Justice divine, karma, hasard, peu importait. Elle ne pouvait plus blesser personne. C'est aussi à cette époque que je rencontrai Robert, nouveau procureur en ville, spécialisé dans les crimes contre les femmes. Collègue devenu ami, puis quelque chose de plus. Thérèse, tu es la femme la plus forte que je connaisse. La force n'est pas un choix, me dit-il, c'est une nécessité. Beaucoup de gens traversent ce que j'ai vécu et se brisent. Toi, tu t'es reconstruite et tu aides les autres à se reconstruire, me disait Robert. Je me suis mariée plus tard que la norme de l'époque, mais au moment juste pour moi. Robert comprenait mon passé, respectait mes cicatrices, soutenait ma mission. Nous avons eu 2 enfants, Marie en 1987, Pierre en 1989. Je les ai élevés autrement, avec amour, sans possessivité, protection sans cage, discipline sans violence. Maman, pourquoi pleures-tu quand tu vois ces femmes battues au commissariat? Parce que j'en ai été une, ma fille. Mais maintenant tu les aides. Oui, c'est pour ça que nous devenons fortes, pour soutenir celles qui sont encore fragiles. Les années ont filé comme un souffle. Des dossiers résolus, des vies sauvées, des familles reconstruites.
En 1995, j'ai été promue commissaire en chef, première femme à occuper ce poste à Marseille. J'ai modifié des politiques, créé des protocoles, formé des équipes. La violence domestique n'était plus considérée comme une simple dispute, mais comme un crime grave. La loi sur la protection des femmes n'existait pas encore, mais nous faisions tout ce que nous pouvions avec nos moyens. En 2000, j'ai reçu un hommage de la mairie, Femme qui fait la différence. J'ai regardé la plaque et pensé à ma mère. C'était elle qui faisait la différence avec ses repas, son affection, sa présence. Moi, je ne faisais que poursuivre son héritage à ma manière. J'ai pris ma retraite en 2009, 30 ans de police, des milliers de dossiers, des vies innombrables transformées. Mais je n'ai jamais vraiment arrêté. Je suis devenue bénévole, conférences, consultations, orientation. Grand-mère, pourquoi travailles-tu encore ? Tu es déjà à la retraite, me demandaient mes petits-enfants. Tant qu'il y a des femmes qui souffrent, il y a du travail à faire, leur répondais-je. Mes 5 petits-enfants, 3 de Marie, 2 de Pierre. Des enfants libres, heureux, en sécurité, qui ne connaissent pas la peur que j'ai connue. Pour eux, une femme forte, indépendante et respectée est normale. En 2015, j'ai perdu Robert. Un cancer foudroyant, une douleur différente de l'ancienne. Cette fois, c'était une perte, pas de la violence. J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des décennies. Mais cette fois, j'avais un réseau de soutien, famille, amis, et des centaines de femmes que j'avais aidées, et qui à présent me soutenaient. Madame Thérèse a sauvé ma vie, c'est à notre tour de prendre soin d'elle. En 2020, la pandémie est arrivée. Isolement, mais aussi nouvelles technologies. J'ai commencé à enregistrer des vidéos, raconter des histoires, conseiller en ligne. J'ai découvert que je pouvais toucher encore plus de personnes ainsi. Et nous voici en 2024. Moi, à 74 ans, cheveux blancs, rides d'une vie bien remplie, mais le regard toujours vif, la voix ferme, la mission intacte. Aujourd'hui, en racontant cette histoire sur YouTube, je ne cherche ni gloire, ni pitié. Je veux atteindre celles et ceux qui traversent le même enfer que j'ai traversé. Vous qui croyez qu'il n'y a pas d'échappatoire, que vous êtes seul, que la situation va vous engloutir, écoutez-moi. Non, vous ne mourrez pas si vous refusez de le permettre. Il y a toujours une issue. Parfois c'est une porte, parfois une fenêtre, parfois un trou dans le mur que vous devrez creuser vous-même. Mais elle existe. La force, vous l'avez déjà. Vous avez survécu jusqu'ici, et survivre, c'est déjà être fort. Il vous suffit de canaliser cette force. Le soutien se trouve. Une voisine courageuse comme Madame Lefebvre, un commissariat où quelqu'un croit en vous, un groupe de femmes qui comprennent votre vie après. Le soutien existe, il suffit de le saisir. Regardez-moi. 74 ans, 2 enfants, 5 petits-enfants, une carrière accomplie, un héritage construit. La petite fille qui recevait des coups tous les jours est devenue une femme qui en sauve d'autres. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Je ne vais pas mentir, c'est difficile. Ça fait mal, ça prend du temps. Il y aura des rechutes, des peurs, des nuits sans sommeil. Mais chaque pas loin de l'enfer en vaut la peine. Chaque jour de liberté est une victoire. Ma mère est morte sans voir la justice. Mais elle l'a vue à travers moi. Chaque femme sauvée, c'était un baiser sur son visage. Chaque enfant protégé, une étreinte que je n'ai pas pu lui donner. Claire a gagné pendant 2 ans. J'ai gagné pendant 5 ans, et je continue de gagner. Mon père est mort en pensant qu'il était une victime. Peut-être l'était-il de sa propre toxicité, mais il a choisi d'être aussi bourreau. Nous avons toujours un choix, même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, je choisis de partager, d'inspirer, de montrer qu'on peut transformer le traumatisme en but, la douleur en carburant, les cicatrices en médailles. Vous qui regardez, votre heure viendra. L'heure de dire non, de demander de l'aide, de partir, de recommencer. Quand elle viendra, saisissez-la fermement. Vous méritez de vivre pleinement, vivre, rire, aimer, rêver, réaliser. Votre mère, votre grand-mère, vos ancêtres ont souffert en silence. Vous pouvez briser ce cycle. Vous pouvez être la première de votre lignée à dire « assez ». Et si vous ne traversez pas cela vous-même, mais connaissez quelqu'un qui le fait, soyez la Madame Lefebvre dans sa vie. Croyez, soutenez, aidez. Parfois, un simple geste sauve une vie. Maintenant, mes petits-enfants virtuels, si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, Mémoire de grand-mère.
Mettez un like pour aider d'autres femmes à trouver cette vidéo. Et commentez d'où vous regardez. J'adore savoir que j'ai touché toute la France. Je termine avec ceci. Vous n'êtes pas seul. Jamais. Il y a des millions de survivantes comme vous, comme moi. La différence entre victime et victorieuse est une décision. La décision de ne plus accepter, de chercher de l'aide, de croire que vous méritez mieux, et vous le méritez. Croyez-le, avec l'amour d'une grand-mère qui a beaucoup souffert, mais qui a riposté à la vie, Thérèse Chrétien, 74 ans, retraitée, bénévole, mère, grand-mère, survivante et victorieuse. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter d'où vous regardez. Bisous lumineux.